Bonjour, nous sommes dimanche 12 avril. J'ai eu envie ce dimanche de vous partager une lecture forte, aussi forte que Écrire de Marguerite Duras. C'est Cambouis de Antoine Hémaz. Aussi forte que Écrire de Marguerite Duras, je pense que quand on est un peu soucieux de l'écriture, qu'on écrit soi-même, qu'on anime un atelier, des ateliers, qu'on s'interroge sur la question de l'écriture et de la vie quotidienne, du réel, Cambouis de Antoine Hémaz est vraiment un ouvrage essentiel. Antoine Hémaz, c'est un poète, je crois, qui est décédé il y a un an ou deux, je ne sais plus. J'ai fait la connaissance d'Antoine Hémaz, pas personnellement, mais au travers de son travail, grâce à François Bon, son ami François Bon. Et François Bon est d'ailleurs l'éditeur de Cambouis au Seuil dans une collection qui s'appelle Déplacement, qui je crois n'existe plus aujourd'hui. Alors que c'est quoi Cambouis? C'est comme une sorte de... On va rentrer en fait dans l'atelier de Antoine Hémaz, c'est une série de notes, c'est comme un carnet, ce sont des observations, des lectures sur l'écriture, sur son rapport à l'écriture, sa quotidienneté, voilà, sa vie de tous les jours, le fait d'aller chercher du tabac au bar tabac du coin, puis d'être dans la réflexion sur la poésie, sur le rythme de l'écriture. Et en fait, ce livre est devenu pour moi vraiment aussi important que Écrire de Marguerite Duras. Je pense vraiment que si on s'intéresse à l'écriture, toutes ces notes, toutes ces réflexions de Antoine Hémaz dans Cambouis sont vraiment très fortes. Et c'est vraiment le genre de livre dans lequel on peut piocher, puisque c'est toute une série de textes parfois très courts, parfois une page, une demi-page. On peut piocher quand on veut dans ce livre, y revenir sans arrêt. Il y aura toujours quelque chose à faire résonner, je pense, en soi par rapport à l'écriture, qu'elle soit poétique ou de prose d'ailleurs. Je vous en partage une série d'extraits que je prends dans l'ordre du bouquin. Écrire comme personne d'autre ne l'a fait n'est pas une raison suffisante pour se croire génial. Beaucoup de poètes ont leur écriture propre sans arriver pour autant au génie. Mais il est certain que celui qui écrit comme tout le monde a moins de chances de dépasser le stade de l'anonymat. De l'urgence d'une poésie qui ne triche pas, c'est-à-dire qui ne réduise pas. Voilà le défi. Inventer des formes capables de résister au poids de la réalité. Mais ces formes, très vite, si on ne les casse pas, s'autonomisent, ne s'intéressent plus qu'à elles-mêmes. Accepter le côté dynamitant de la réalité autant que son côté répétitif. Oser ressasser, oser du neuf, le risque est égal. Entre les poèmes, ou même à l'intérieur d'un poème, il y a mouvement. On pourrait dire tension aussi, mais d'inégale intensité. Ne pas uniformiser, ne pas vouloir unifier, ratiboiser pour obtenir du même. Laisser aller le poème où il doit, et s'il y a dérapage non contrôlé, rien de grave. Le poème suivant ramènera dans la bande passante, ou le livre suivant, ou l'œuvre. En définitive, rien n'est hors, je veux dire totalement hors œuvre. Celle-ci, dans sa masse, est capable d'annexer tout ce qui pouvait paraître, à un moment T, disparate, incongru, anormal, suicidaire. Attention, se confier à l'œuvre ne revient pas à se confier à soi comme maître d'œuvre. L'œuvre est acéphale, pur mouvement de vie, centripète, agglutinant, spiralant, attirant, orbitant, agglomérant, tout ce qui apparaissait pris isolément comme dispersé, éclaté.
et part. Si on ne se fie pas à ce mouvement, alors on reste accroché à ce que l'on a cru comprendre ou maîtriser, et on rejette le reste parce que cela ne rentre pas dans le cadre de la figure que l'on s'est forgée de soi-même. Voilà pourquoi le risque importe. Une œuvre est en expansion perpétuelle. Ou bien on entre dans ce mouvement, ou bien on se rétracte sur ce qu'on sait faire, même bien. Dans ce cas, il n'y a plus de risque. Mais c'est au prix d'un racornissement, d'une momification avant décès. On idéalise trop l'écrivain. On a en tête que l'auteur reconnu en représentation, l'image ou l'icône. C'est méconnaître tout le côté cambouis ou cuisine de cette activité. Il suffirait pour corriger le tir de lire les carnets, journaux, correspondances. Ce que nous faisons. Voir ma poésie comme une parole d'aliéné qui se débat, ce n'est pas faux, mais aliéné social. Une part de mes poèmes témoigne de cette pesée insidieuse, silencieuse, mais bien réelle. Le travail, ses conditions, le conditionnement qu'il implique, je les vis et les dis. On pourra s'étonner qu'un prof aille sur ce terrain si on ne voit guère les contraintes fortes du métier. Vous avez les vacances pour écrire, etc. Si la situation était tellement enviable, on se bousculerait au portillon pour faire ce métier de rêve, ce n'est pas le cas. Ceci posé, le prof n'est pas une figure moderne du héros ou du martyr. Le même constat de peine pourrait être fait pour n'importe quel poste de travail ou presque. Je pars du mien, simplement, de ces moments de fatigue que l'on a tendance à reléguer hors conscience, parce qu'on ne doit pas être faible, on ne doit pas avoir peur, on doit toujours pouvoir contrôler, etc. Tout ce code qui saute quand on est ému ou faible ou apeuré. Le visage du poème n'est pas le visage social. Il présente ce qui reste de figure, sous le masque. Une œuvre intéressante est toujours sous tension. Je veux dire qu'elle n'est pas univoque, uniforme, fermée. Elle intègre sinon sa contradiction, du moins ses déviances, voire ce qui pourrait apparaître comme son dehors. L'œuvre intéressante n'est pas claire, transparente, impeccablement centrée. Elle est plutôt sale, mouvante, jouant plus sur des dominantes que sur des choix exclusifs et définitifs. Bref, même après la mort de l'auteur, elle doit être capable de continuer de bouger sur ses propres forces. On a envie de tout lire, évidemment. Écrire, c'est prendre ce qui vient comme ça vient, avec les mots qui viennent, et après, trier. Durant toute sa vie, ce qu'un auteur produit le plus, ce ne sont pas des œuvres, mais des déchets. Voilà une phrase qui va nous servir en atelier d'écriture. Écrire, ça ne veut rien dire en fait. Il y a des niveaux d'écriture, comme dans un immeuble. On change d'étage suivant que l'on écrit à un ami, que l'on écrit un poème neuf, que l'on travaille à la finition d'un poème, qu'on règle des problèmes administratifs, que l'on rédige une note de lecture. Et ce sont des procédures, des mises en place internes, des dispositions très différentes. Certaines sont d'accès libre à n'importe quel moment, d'autres sont conditionnées par on ne sait quoi dedans, qui ouvre ou ferme la porte. À force, on connaît son immeuble, on ne s'inquiète pas de voir clos le 3e et le 6e, on reste au premier. C'est peut-être ça l'essentiel d'une vie de poète. L'attente, au moins pour moi. Ne pas généraliser une expérience. Ce qui est vrai pour moi vient de l'empilement hasardeux, mais bien réel, de ma vie.
Je suis devenu quelqu'un qui écrit des pages que l'on appelle poèmes parce que ça rentre à peu près dans la case. En tout cas, ça ne rentre pas dans les autres cases, donc on dit poème, c'est plus simple. Même pour moi, c'est rassurant de me dire que je suis en poésie en bout de course. Mais quand j'écris, poème ou non, je ne sais pas. J'écris libre, point. Jamais compris au fond la sacralisation assez romantique du poète. Il va acheter son pain, bosse comme tout le monde, lit le journal, aimerait avoir un meilleur salaire, pense à ses enfants, regarde la télé, part en vacances. Il peut avoir quelques travers assez communs, boire, fumer, lire, écrire, rêvasser. Mais là encore, rien de distinctif vraiment. Je connais aussi des poètes qui ne boivent pas, ne fument pas, pensent beaucoup, comme bien d'autres gens qui ne sont pas poètes. Dans ce banal reste peut-être un degré d'intensité, par moment, mais pas de quoi en faire une affaire. On côtoie les poètes sans les voir, et c'est sans doute mieux. Ils ont besoin de voir sans être vus, voyants. Et un petit dernier extrait. Chaque fois que je suis ici, j'aime cette déconnexion de la technique et du social pour replonger dans des sensations primaires qui ne disent ni ne demandent rien. Le monde est là. Je suis au monde comme une éponge sensible. L'arbre ne se lasse pas du vent, moi non plus. Conscience neutre d'être une parcelle de ce qui est, pas davantage, pas moins. Allez, un petit bonus. Besoin de silence et de vide dès que j'ai dépassé la dose de paroles et de bruit pour la journée. Cette tension entre participation sociale et besoin de retrait, comme une respiration, diastole, systole. Je ne rêve pas plus d'une tour d'ivoire que d'une action sans cesse. Je dois rester dans cette tension, sans basculer d'un côté ou de l'autre, zigzag de vivre. Si je vais trop loin d'un côté, je sens la corde qui me tire pour me ramener. S'il y a eu excitation, il faudra de la méditation silencieuse. S'il y a eu beaucoup de silence, il faudra une conversation animée. Pas un tiraillement. Ça le serait sans doute si je visais un équilibre stable, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a que tension dans vivre. L'écriture n'est pas d'un côté ou de l'autre, elle est dans cette tension même. Cambouis de Antoine Aimaz aux éditions du Seuil, collection Déplacement. Voilà, si écrire de Marguerite Duras ou d'autres livres sur l'écriture sont importants pour vous, mais vraiment je conseille d'avoir Cambouis de Antoine Aimaz. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine. À tout bientôt.